sacré, ne peut aucunement tolérer qu'on atteigne à la vie humaine. Donc ça, c'est une première phrase. La deuxième, je suis et je ne suis pas Charlie. Ça, c'est une autre phrase que j'ai relevée dans l'un de ces articles qui est paru dans Le Monde, le journal Le Monde du 15 janvier. Donc ça, c'est pour M. Jabala. Monsieur François Burga. Donc c'est un politologue, directeur de recherche et d'études sur le monde et en particulier sur le monde arabe et musulman. Et il travaille à Aix-en-Provence. Il consacre l'essentiel de ses travaux à l'étude des dynamiques politiques et des courants islamistes dans le monde arabe. Il est aussi enseignant et conférencier au Forum économique mondial. Et donc, à l'OTAN, il est membre de plusieurs universités étrangères. Est-ce que j'ai bien dit les choses, M. Bernard? Moyennement. Bon, je vous donnerai la parole. Je suis désolée, je vous passerai la parole pour me corriger. C'est vrai, on n'a pas pris le temps de voir ensemble votre biographie. Alors, comme j'ai pris des citations à M. Jabala, j'ai pris des intitulés, des titres de livres à M. Burga. Et les trois publications donc, qui ont retenu mon attention, qui sont en lien avec la thématique d'aujourd'hui. Le premier livre, c'est L'islamisme à l'heure d'Al-Qaïda, réislamisation, modernisation, radicalisme. Le deuxième titre, L'islamisme en face, donc paru en 2007. Le troisième, donc l'islamisme au Maghreb. Voilà, donc il est aussi directeur de plusieurs ouvrages et articles que vous trouvez sur Internet facilement. Voilà, donc je vous invite à aller regarder tout ça de près et d'avoir plus d'informations sur la biographie de nos deux intervenants. Vous voulez me corriger sur votre présentation? Non, d'accord. Alors, juste en présentation de notre thématique. Alors, notre thématique est quand même assez sensible dans cette période-là. Surtout, bon, c'est vrai, on l'a préparé longtemps avant ce qui s'est passé dernièrement en Tunisie, les attentats. La question de l'extrémisme attire l'attention de tout le monde et attire la nôtre aussi. L'extrémisme n'est pas national, c'est un phénomène international qui utilise tous les moyens pour exister, et en particulier les moyens de télécommunication les plus développés. Donc ça, c'est un constat. Alors, cet extrémisme-là devient du terrorisme par moment. Ce mouvement, il est aussi, le terrorisme, c'est aussi international. Il dépasse les nations, il dépasse les nationalités. Cette mondialisation est un défi, est un nouveau défi qui n'existait pas avant et auquel les moyens de télécommunication contribuent énormément. Par ailleurs, l'un des acquis des révolutions arabes, c'est la liberté. Cette liberté, on ne peut pas ne pas dire que c'est un acquis. C'est un acquis pour les pays qui ont vécu ces révolutions-là. Mais malheureusement, ces libertés, ces acquis-là ont permis aux extrémistes d'avoir une place et de se développer et de passer à l'action. Donc, parmi les actions, celles qu'on a vécues malheureusement dernièrement à Bordeaux, au musée à Tunis. Comment résoudre cette problématique? Comment faire pour que ces menaces ne mettent pas en cause les acquis de la révolution et donc la liberté? Ça, c'est l'une des problématiques qu'on aimerait aussi évoquer pendant les interventions et cet échange qu'on aura avec vous. Par ailleurs, ces groupes terroristes disent et réclament avoir des fondements religieux, et en particulier des fondements musulmans. La question qu'on peut se poser à ce niveau-là, est-ce que ces textes religieux
travail aussi. La religion est partagée par les Tunisiens, par exemple. C'est inscrit dans la Constitution. Comment on peut faire la part des choses entre l'islam sunnite pacifiste des Tunisiens et le terrorisme qui sévit aussi en Tunisie? Comment on peut avoir des explications de tout ça? L'islam sunnite des Tunisiens et l'islam de Daesh, quel est le point commun? Et où est le problème? Voilà ce que je peux évoquer dans un premier temps. Donc c'était une introduction pour lancer l'échange. Je vous propose maintenant à vous de poser vos questions à nos deux intervenants avant de passer la parole. Merci. Donc il y a un micro baladeur. Justement de l'association tunisienne de Lille. La question que je peux poser aujourd'hui à nos deux intervenants, Daesh, il y a peu de temps, elle est inconnue. Comment se fait-il qu'une organisation aussi terroriste arrive en peu de temps à mettre le monde en difficulté? Qui est derrière cette organisation? Qui la finance? Est-ce qu'il y a donc elle reste quand même un grand point d'interrogation sur cette organisation? Oui, dans les questions qui sont posées en introduction, l'extrémisme est compris comme un phénomène international avec des moyens de communication très développés, mais c'est aussi la question de la racine sociale de l'extrémisme que je voudrais qu'on puisse aussi évoquer et discuter sur le sujet. Vous êtes présenté? Bernard Brignon, je suis français, nantais, maison des citoyens du monde de Nantes, qui regroupe une cinquantaine d'associations de solidarité internationale et de défense des droits de l'homme. Petit problème. Je suis Julie Morin, je suis québécoise canadienne. Moi, ma question, quand on parle d'internationalisation, c'est comment des jeunes Québécois, Canadiens, se convertissent et adoptent l'extrémisme et aussi comment contrer ce phénomène qui nous touche aujourd'hui parce que j'étais à Ottawa le 22 octobre 2014 qui a eu un attentat terroriste au Parlement, donc c'est ça. Merci. Avez-vous d'autres questions? On va se contenter de ces questions dans un premier temps. Ah, vous avez une question? Bonjour, UNICEF, Participation Spiritualité Musulmane de France. La question est très simple. Dans un premier temps, ce serait ce qu'on vient d'entendre parler d'extrémisme, et puis c'est dans le sujet, c'est quand même d'apporter une définition. Qu'est-ce que l'extrémisme? À la fois pour M. Aménage Goma et M. François Bourgeois, parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'organisations musulmanes qui agissent sur le terrain, on a bien vu en France les dernières déclarations des Belgas, notamment sur les organisations islamiques musulmanes, on les met dans la catégorie d'extrémistes. Donc il faudrait simplement dès un premier temps définir, pour qu'on soit d'accord sur ces termes-là, et voir un petit peu comment aujourd'hui ces organisations, effectivement, il y a cette stigmatisation de ces organisations, et c'est se poser la question, effectivement, il y a possibilité, il y a des jeunes aujourd'hui qui il y a cet extrémisme violent, effectivement,
pourquoi, qu'est-ce qui a amené à tomber dans ça, et puis voilà, en tout cas, c'est essayer de se poser des questions dans un premier temps. Aujourd'hui, il y a des préoccupations beaucoup plus importantes en France qu'on oublie, notamment au niveau économique, etc. Et on laisse de côté pour simplement se focaliser sur des sujets, sur l'extrémisme, etc. Je pense que si on arrive à résoudre peut-être notamment l'emploi en France, etc., je pense qu'on pourra peut-être apporter des solutions et éviter tous ces dérapages. Merci. Alors, je vous propose de passer la parole dans un premier temps à M. Burda, son intervention. Merci, ça me fait très plaisir d'avoir pour une fois entendu le son de votre voix avant de réécouter le son de la mienne, qui se connaît par la force des choses beaucoup mieux. Au chapitre des biographies, on peut prendre des raccourcis maintenant, nous sommes tous connectés, donc si vous voulez étaler le problème, plus le conférencier est moins et moins sa biographie est plus courte, mais il suffit d'aller sur Wikipédia, et comme ça ce que je dis là, trop vite, trop mal, vous pouvez le lire dans la version détaillée, il suffit de googler, maintenant il y a des sites d'archives, puis je vous invite cordialement, même si je ne peux pas vous prendre pour ami parce que c'est plein sur ma page Facebook où tout est en accès libre et où la plupart des phrases que je vais employer sont disponibles de façon un petit peu plus raisonnée, un petit peu plus construite. Hein. Donc ça permet de... Je ne sais pas par où on peut entrer, peut-être par la porte de la terminologie. Le mot qui me gêne le plus, c'est extrémisme. Mais il y a des tas d'autres mots dont on peut donner une définition relativement sereine. Qu'est-ce que c'est un djihadiste, par exemple? Moi, je me suis risqué à dire. Un djihadiste, c'est quelqu'un dont l'agenda de la mobilisation ne s'inscrit pas dans une territorialité nationale. Un djihadiste qui arrive en Syrie, c'est quelqu'un qui ne s'inscrit pas dans l'idée qu'on va libérer la Syrie de Bachar el-Assad et ensuite redistribuer le pouvoir. Il a un agenda dont la territorialité et dont la temporalité est différente. Il se battait déjà avant, il se battrait encore après, il se battait ailleurs, il se battra encore ailleurs. Donc vous voyez, là on a une catégorie. Bon. Mais après, le djihadiste, il a souvent une caractéristique qui est également très facile à définir. C'est la stigmatisation sectaire de l'autre. Et là, on a aussi une frontière très claire. On franchit une ligne rouge. Moi, on me dit, ouais, vous êtes sympa avec les islamistes, vous trouvez tout le monde gentil. Je dis non, il y a un endroit où ça s'arrête. La stigmatisation sectaire de l'autre, quand on condamne l'autre, non pas pour ce qu'il fait, tu me marches sur les pieds, tu occupes mon territoire, mais pour ce qu'il est. Tu es un sale chrétien, tu es un sale chiite, tu es un sale musulman. Et là, on a une frontière très claire, le registre de la mobilisation sectaire. Simplement, j'introduis une nuance, je dis, vous savez, dans l'histoire du monde non musulman, la frontière de la stigmatisation sectaire, elle est très répandue. Qu'un sang impur abroge nos sillons, le sang impur, stigmatisation sectaire. Le sale boche, c'est une stigmatisation sectaire. On le stigmatise au nom de son appartenance nationale, et non pas en tant qu'il est un envahisseur, etc., etc. Donc il faut être prudent, et on a quand même des catégories. Le mot terroriste est un mot valise extrêmement dangereux. Et souvent, je reprends cette chronologie, les Français qui résistaient aux nazis furent qualifiés de terroristes, puis arrivés au pouvoir, ils qualifièrent les Algériens qui leur résistaient de terroristes. Quand les terroristes algériens arrivèrent au pouvoir, ils s'empressèrent de qualifier de terroristes leurs opposants islamistes, etc., etc. Donc, terroriste n'est pas un concept scientifique. Terroriste, c'est généralement un mode d'usage de la violence dans un conflit très dissymétrique. Quand je n'ai pas, vous vous souvenez de cette répartie historique des Algériens auprès de qui les Français se plaignaient, ah, bande de salauds, vous avez mis une bombe dans un couffin, et les Algériens répondent, passez-nous vos avions, on vous passera nos couffins. Donc on a tout le temps un problème de relativité que très souvent on n'arrive pas à restituer quand on analyse une occurrence de violence aveugle. Alors, le seul avantage, et après je ne parlerai plus de mon âge, de plus être totalement jeune, c'est que ce n'est pas la première fois qu'on me demande d'analyser des occurrences de violence inacceptables. Inacceptables, pourquoi particulièrement inacceptables? Parce que les victimes, on n'arrive pas à les corréler à l'origine de dysfonctionnement, d'injustice, etc. Et moi je me souviens de la première fois où ça m'est arrivé, c'était les explosions du métro Saint-Michel, 1995 à Paris. Alors bon, je me suis
suis obligé de prendre le temps de dire, c'est une affaire sur laquelle je me suis penché à titre professionnel. J'étais cité dans la cour d'assises spéciale qui a jugé le seul des condamnés, et pour une raison très simple, le seul des condamnés, c'est que les vrais auteurs, c'était pas tout à fait ceux qu'on croyait. C'est-à-dire qu'on a absolument toute la gamme des preuves qui permet de savoir maintenant que ces explosions étaient le fait d'officines de Londres, de l'autre côté de la Méditerranée. D'accord? Mais j'avais écrit à ce moment-là, et vous pouvez le retrouver très facilement, ça a donné lieu à un rebond dans Libération, un article que j'ai repris en boucle depuis, qui s'appelle « La machine à fabriquer les poseurs de bombes ». Et j'expliquais dedans, et j'explique toujours, lorsque nous nous trouvons en face d'une occurrence de violence aveugle, dite terroriste, la première réponse totalement légitime, j'y souscris, je respecte ceux qui la mettent en œuvre, c'est d'arrêter le poseur de bombes. Avec tous les moyens dont on dispose pour arrêter un poseur de bombes. C'est-à-dire tout l'éventail sécuritaire est légitime. Je ne lui dénie pas, je ne dénie pas la légitimité de l'approche sécuritaire et répressive. Mais si on s'arrête là, si on ne se penche pas sur les raisons qui ont fabriqué des individus qui estiment qu'il n'existe pas d'autre mode d'action efficace que de poser des bombes, on n'a rien fait. Hein? Et la seule véritable idée que je vais vous suggérer là à discuter, c'est que cette erreur-là, nous la refaisons en permanence. Comme si rien ne s'était passé. La réponse américaine au 11 septembre est l'archétype d'une réponse seulement sécuritaire qui ne se soucie pas de démonter, d'identifier les dysfonctionnements des institutions politiques mondiales, régionales, nationales qui ont fabriqué des individus qui ne voient pas d'autre solution que le passage. Alors extrémiste, ça peut être le passage à l'action armée, mais c'est plus compliqué que ça. L'autre jour, à Nirembo, Abbas Aloua, que vous connaissez peut-être, qui est dans l'association Karama basée à Genève, a fait un exposé que vous pourrez retrouver sur Google, que vous pouvez trouver sur YouTube, sur l'extrémisme violent. Et il y a des tas de nuances assez intéressantes entre une idéologie radicale et puis à quel moment on est en droit de la qualifier d'extrême. Il y a le passage à l'action armée, mais c'est pas le passage à l'action armée au nom de la libération de la France par les nazis n'est pas de l'extrémisme. Hein. Donc on ne peut pas corréler le passage à l'action armée avec l'extrémisme. Et c'est assez sophistiqué. Je vous renvoie, vous le trouverez très facilement à Abbas Aloua. C'était la deuxième partie d'une conférence où je me suis moi-même exprimé à Guéret. Mais disons, le piège que l'émotion va évidemment nourrir, c'est de s'arrêter à ce que moi je vais dire sont les conséquences et de ne pas aller vers les causes. Je vais prendre un exemple très très récent. L'Occident et ses alliés arabes ont regardé mourir des dizaines de milliers de Syriens sous des barils d'explosifs lâchés à basse altitude par des hélicoptères en pleine santé, merci, la Russie fournit des pièces. Personne n'a bougé pendant des mois, et ce processus d'inaction a favorisé, on peut déjà commencer à répondre à la question sur Daesh, un processus de transfert du centre de gravité de la mobilisation de l'opposition syrienne vers l'aile radicale, vers l'aile des désespérés, vers l'aile de ceux qui disaient, ben, vous voyez, les modérés qui soi-disant sont soutenus par les Occidentaux, eh ben, ils ne voient rien arriver. Hein, parce que on lit souvent que l'opposition syrienne était abreuvée de capitaux et d'armements par l'Arabie Saoudite et le Qatar. Je dis à ces gens-là qui prennent ce raccourci, je dis regardez par exemple le film Aoudat ila Homs, le retour à Homs. C'est un film parmi d'autres, mais c'est un film qui est tourné sur 2 ans et qui vous permet de voir la réalité de la situation de l'opposition quand ils étaient assiégés. Ils n'avaient pas un rond et ils n'avaient pas une arme. Donc il faut arrêter de dire le flux d'armement qui arrivait d'Arabie Saoudite, ça ne fonctionne juste pas. D'accord? Donc, l'Occident, tout d'un coup, en août 2014, s'est levé, a pris les armes et est parti combattre Daesh. Mais je suis désolé, on est parti combattre la conséquence d'une radicalisation dont la matrice n'a pas été identifiée clairement, et on laisse intacte la matrice qui produit la radicalisation, et on va combattre la conséquence de la radicalisation. Alors ça c'est l'archétype pour moi d'une erreur méthodologique hein, dans l'identification des causes de la radicalisation. Après, une autre suggestion que je vous propose, c'est
de faire la différence entre les causes profondes de la radicalisation d'un individu et puis les adjuvants de sa radicalisation. Les adjuvants et le cas échéant, le lexique, les modes de mise en œuvre de sa radicalisation. C'est deux terrains d'analyse différents. Et pour vous l'expliquer, vous avez évoqué tout à l'heure, de façon un peu trop centrale, le Forum économique mondial. Alors effectivement, j'ai été invité 5-6 années de suite au Forum économique mondial, puis je me suis lassé. Mais la première fois que j'ai été invité, j'ai un souvenir très marquant. C'était particulièrement solennel parce que c'était en 2001. Les hommes d'affaires américains avaient peur de prendre l'avion parce que c'était... Non, c'était, pardon, janvier 2002. Donc les hommes d'affaires américains avaient peur de prendre l'avion pour venir à Davos. Et donc le Forum économique mondial a eu lieu à New York. Et moi, je me suis trouvé associé à un panel particulièrement impressionnant où je devais débattre avec l'auteur de la théorie du conflit de civilisation, sous l'œil de toute une série de personnalités, dont le prince Turki el-Faisal, qui était aussi un des intervenants, l'ancien leader des Mukhawarat, et dans une atmosphère, pour que vous sachiez, des Mukhawarat saoudiens, le prince Turki el-Faisal, c'est le leader, ensuite il devient ambassadeur à Londres puis aux États-Unis, dans une atmosphère, Forum économique mondial, on va dire, où le point de vue des Israéliens s'exprime plus naturellement que le point de vue des Palestiniens. C'est une façon de rendre compte du rapport de force. Et je voulais expliquer, je voulais trouver une image très simple qui permette de désigner de façon synthétique le dysfonctionnement de l'analyse israélienne du problème palestinien, qui nous disait les intégristes. Et alors j'ai employé cette métaphore qui a eu le bonheur de faire rire Moussa, qui m'a pris dans ses bras après, c'était très émouvant. Et j'ai dit, vous savez, il m'arrive de faire un cauchemar. Je suis allongé par terre, il y a une botte qui m'écrase le visage, et alors, très poliment, je dis, pourriez-vous retirer votre botte, s'il vous plaît? Et il ne se passe rien. Alors, je m'énerve, et je dis, au nom de Dieu, retirez votre botte. Et à ce moment-là, j'entends un commentateur international qui dit, vous avez entendu? Au nom de Dieu. Ça doit être un fondamentaliste. Qu'est-ce qui se passe dans la tête du commentateur? Il va se focaliser sur le vocabulaire qu'emploie le révolté pour gommer complètement la matrice politique de la révolte. Alors ça, c'est le second des grands pièges méthodologiques de notre travail d'investigation dans les motivations de la radicalisation. Il se trouve que les gens qui se révoltent contre des dysfonctionnements majeurs de l'ordre politique international, pour des raisons historiques, on n'a pas le temps d'y venir, mais moi je pourrais vous expliquer pourquoi c'est l'islam qui est le langage politique qui est prédominant dans toute une région du monde, conjoncturellement. Il y a 30 ans, ça aurait été autre chose. Ça aurait été le langage du nationalisme laïque, ça aurait pu être le langage du maoïsme, ça aurait pu être le langage du marxisme. Conjoncturellement, pour des raisons historiques, dans toute une région du monde, c'est le lexique de l'islam qui mobilise le plus naturellement ceux qui sont en situation, je n'ai pas oublié le Québec, madame, on va y aller. Mais disons, restons pour l'instant dans le monde arabe. Pour des raisons historiques, ce n'est pas le langage du léninisme, comme ça a pu être le cas. Ce n'est plus le langage du vieil anti-impérialisme classique. C'est le lexique de la religion musulmane. Pourquoi? C'est ce que j'ai essayé d'expliquer depuis fort longtemps. Parce que lorsqu'on parle à un occidental et qu'on lui dit « casse-toi », ça fait de l'effet. Quand on lui dit « rends-moi la clé du canal de Suez », ça fait de l'effet aussi. Mais quand on lui dit « dorénavant, pour te parler, je n'emploierai plus le lexique dont tu as essayé de me faire croire qu'il était le seul qui pouvait exprimer l'universel, je vais te parler musulman, je vais employer la terminologie et les références de la culture que la trop bonne santé de l'Occident, quand il est venu me rendre visite pendant la période coloniale, avait folklorisé. Eh bien, ça a un effet, ça booste, c'est plus efficace, c'est homemade. Donc, mais ça, on pourrait prendre une demi-heure pour l'expliquer. Mais le danger méthodologique, c'est de dire, il parle musulman, donc je vais aller chercher l'explication dans le Coran. Et là, je suis désolé, c'est une impasse méthodologique. C'est une impasse méthodologique, je ne veux pas nier l'importance de ceux qui manient la référence musulmane, mais je sais à l'avance ce qu'ils vont me dire. Ils vont me dire, vous savez, ces jeunes-là, qui prennent le début de la sourate, mais moi qui suis un savant musulman, je peux vous assurer qu'il y en a une autre qui dit le contraire. Et je le sais, ça ne me surprend pas. On va toujours, dans un corpus religieux, pouvoir prendre le segment qui va légitimer ma radicalisation et oublier celui qui lui met des exigences telles que, dans l'absolu, ma réclamation n'est pas légitime. Hein? Bon, après, pourquoi ça se passe au Québec?
très brièvement. Prenons le cas français. Le fait même que ceux qui ont attaqué à Paris aient été français a conduit les Français à ne vouloir lire cette crise que dans sa territorialité hexagonale. C'était à mon sens une erreur. Parce que j'ai eu l'occasion de dire, vous savez, si toutes les mesures que vous prônez pour que plus jamais un petit jeune se radicalise et ne vienne frapper des intérêts français fonctionnent, espérons que ça puisse se produire. Vous savez ce qui risque de vous arriver? Il y a un petit jeune qui va arriver d'un pays d'à côté avec un autre passeport et il va lui aussi venir vous demander des comptes. Pourquoi? Parce que la confrontation, pour la comprendre, il faut faire un coup de zoom arrière. Il faut bien sûr se focaliser sur les victimes des Kalachnikov. Mais si se focaliser sur les victimes des Kalachnikov nous conduit à oublier les victimes des drones 825 au Yémen et les victimes des 5000, non, on en est pardon, à 7250 bombes que nous lançons sur l'Irak depuis août 2014, ou les victimes des F-16 sur Gaza, il vous manque des éléments de compréhension de la crise. La crise ne peut se dire « j'y suis pour rien ». Ce n'est pas un élément de protestation des organisateurs. La crise ne peut se comprendre que dans sa territorialité globale. Alors pourquoi elle gagne des jeunes Québécois qui parfois même ne sont même pas musulmans initialement? Des solidarités transnationales sur une base de l'adhésion idéologique, même pas confessionnelle, c'est pas nouveau. On n'a pas besoin de l'islam pour ça. Ça a toujours existé. Et pas toujours dans des configurations sympathiques. Des chrétiens français sont partis pendant la guerre civile libanaise combattre dans les rangs de chrétiens libanais dont on peut dire qu'ils n'étaient pas le mieux de ce qu'avait produit la religion chrétienne, vous savez, aimez-vous les uns les autres, en termes de mobilisation politique. Ce sont les gens qui sont partis, en gros, participer à Sabra et Shatila. Hein. Mais bien sûr les mobilisations républicaines espagnoles, mais bien sûr les solidarités du jeune Marseillais qui part casser du Palestinien sur un territoire dont le cadre juridique est totalement illégal, puisque l'occupation est illégale, et bien il va quand même s'engager dans le Sahara et avoir le droit d'aller casser les Palestiniens. Donc ça, c'est pas complètement nouveau, d'accord? Bon, dernier point, parce que sinon je vais dépasser. Ne confondons pas donc la matrice politique de la radicalisation. S'il n'y avait pas de conflit israélo-arabe, s'il n'y avait pas de fracture, s'il n'y avait pas les Français et les Américains en train de bombarder l'Irak, s'il n'y avait pas le dysfonctionnement du vivre ensemble international qui fait que les puissants de ce monde empruntent des raccourcis pour gérer leurs intérêts dans le monde musulman depuis 40 ans, il n'y aurait pas le petit jeune qui partirait se battre. Il faut quand même qu'il y ait la matrice politique d'abord. Après, il y a les adjuvants. Les adjuvants, c'est l'usage qu'il va faire du lexique qu'il considère comme le plus dominant. Mais après, vous pouvez entrer dans la micro-sociologie. Vous pouvez dire, ah, la cage d'escalier de son HLM à Nice, elle était mal repeinte, sa maman, il a eu des problèmes d'intégration scolaire. Je veux bien ça. Mais pourvu qu'on ne tourne pas dedans ad vitam aeternam, comme le font toute une série d'explications. Quand vous ouvrez le poste en France, vous avez, ne retenez pas son nom, mais il y a Dounia Bouzard qui vient vous expliquer en étant en état d'apesanteur total par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, que le petit jeune il est parti parce que l'argument machiavélique qu'a employé le recruteur qui avait utilisé le salaud, une vidéo bien faite et tout. Oui, je veux bien, mais c'est un adjuvant qui arrive en fin de liste de mon analyse. Ça ne peut pas être la cause principale. Et ça c'est le développement constant. On tourne en France dans une micro-sociologie des acteurs, la micro-sociologie des petits soldats du djihad global, et on voudrait avoir une explication. Moi, je conclue là-dessus, mais revenons au 11 septembre. Qu'est-ce que la micro-sociologie des auteurs du 11 septembre? Son papa faisait ça, il avait raté son examen à l'école, je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que la micro-sociologie, la micro-psychologie des auteurs des attentats du 11 septembre nous a appris, à 15 ans d'intervalle, sur la fracture politique qu'ont signifié ces attentats? Pas grand-chose, ou presque rien. Donc ne repartons pas dans cette boucle d'une surdétermination de la micro-sociologie des acteurs, faisons un coup de zoom arrière, ne nions pas qu'il y a une matrice politique, il n'y a pas que la matrice politique. Encore une fois, la radicalisation, ce n'est pas parce que les causes sont bonnes que les acteurs ont juste ou ont raison.
Mais on ne peut pas interagir avec cette mobilisation si on ne la regarde pas de loin, dans son ensemble, dans son historicité propre. Et là, ça devient un petit peu plus difficile, mais ça devient accessoirement beaucoup plus efficace. Merci beaucoup. Donc la parole est à M. Marala. Merci. Je pense que autour de ce sujet, l'essentiel a été dit par François Berlin, parce que je pense qu'il est l'un des grands spécialistes de ces questions, avec une analyse pertinente. Moi-même, je suis parmi ceux qui suivent toujours ces articles, et je pense qu'il a cette analyse profonde qui permet justement de comprendre toute la problématique aujourd'hui qui semble un peu complexe, alors que si on essaie de suivre un petit peu l'analyse, on peut quand même facilement découvrir qu'il y a une logique qui tient la route. Et je pense si vraiment on est dans une attitude, je dirais, sérieuse pour comprendre les causes, au lieu effectivement de s'intéresser des conséquences sans voir ces causes, on peut justement aller dans cette direction-là. Alors, la problématique ou le sujet, comme il est intitulé, je vais essayer un petit peu de porter une vision assez globale sur révolution arabe, mondialisation, extrémisme violent. Je dirais d'abord que les révolutions arabes, ce qu'on appelle aujourd'hui le printemps arabe, est en fait été l'expression d'une aspiration profonde à la liberté, à la justice sociale, mais aussi à un monde d'égalité et de justice. Peut-être avec des références parfois différentes, mais je pense qu'il y a ces aspirations communes. Cette aspiration, je dirais, c'est une aspiration humaine universelle qui a constitué le moteur des révolutions à travers l'histoire. Mondialisation, la mondialisation aujourd'hui, avec tous ses outils, ses moyens, notamment de communication, a certainement facilité la circulation des idées, des données. Elle a contribué à alimenter ces aspirations. Bien sûr, la mondialisation elle a aussi ses revers négatifs. Mais parlons tout d'abord de ses effets positifs. Alors le monde arabe, puisqu'on parle des révolutions arabes, elle est peut-être la région du monde qui a souffert le plus des régimes autoritaires, de l'injustice, de la corruption, avec un déficit des droits de l'homme, dictature, absence des libertés, notamment les libertés politiques, avec également les difficultés économiques. Bien sûr, on parle du monde arabe, il y a des pays riches qui ne souffrent pas peut-être d'un manque au niveau de l'économie, mais il faut aussi se poser la question par rapport à la justice sociale même dans ces pays riches. Dans le reste des pays qui souffrent, qui sont des pays faibles, le problème du chômage des jeunes, aujourd'hui on parle du chômage des diplômés, l'absence de tout horizon pour une jeunesse désœuvrée, ajoutant bien sûr à tout cela des politiques internationales injustes, imposées par des grandes puissances qui ne cherchent qu'à protéger ses intérêts, au prix même de bafouer ses valeurs de droit de l'homme et de justice. Tous ces éléments ont constitué des ingrédients suffisants pour produire la révolte, qui était bien sûr toujours essayer de contenir justement ces révoltes. Et on arrive au printemps arabe. La révolution tunisienne a créé un nouveau espoir. Elle a ouvert un nouveau horizon dans le monde arabe, afin que les peuples puissent disposer de leur liberté, construire leur démocratie et ainsi favoriser une conjoncture favorable pour un développement économique et une vie sociale plus juste. Et d'ailleurs, on rappelle toujours que les slogans des révoltants, des jeunes Tunisiens, c'était la question de la dignité, la liberté, la justice. Voilà, si vous voulez, tout ce que tout le monde demandait comme aspiration profonde. Cet élan des peuples vers la liberté, il faut le reconnaître aujourd'hui, avec tout le recul que nous avons pour quelques années,
n'était pas malheureusement accompagné par un soutien véritable de la part de l'Occident et de l'Europe en particulier. Nous avons au début écouté quelques discours de certains responsables qui se disent un petit peu réjouis de voir que les peuples aspirent à plus de liberté et de démocratie, mais on le voit bien, il n'y avait pas une volonté politique véritable pour essayer de soutenir, d'accompagner ces peuples dans leur démarche vers la liberté, vers la démocratie. Comme c'était le cas, on peut aussi comparer avec le soutien de l'Europe qu'elle a apporté à l'Europe de l'Est. Je me souviens lorsqu'il y a eu les actions populaires en Pologne, tout le soutien de la France pour essayer justement que cet élan puisse arriver à réaliser justement ses objectifs. Au contraire, l'Occident, il a soutenu, je dirais, les forces réactionnaires qui cherchent à saboter cette transition vers le changement. Et ils ont parfois même fait face à ceux qu'on estime qui sont les ennemis de la démocratie. Et là, j'emprunte une citation de Chomsky qui a également une analyse de la politique américaine et occidentale lorsqu'il dit dans un entretien en 2011 « Tant que l'hémisphère sud sera sous le contrôle des États-Unis qui ont pris la succession de l'Europe, il n'y aura pas de démocratie, car elle sera anéantie. » Il parle également que c'est une constante, malheureusement, dans la politique américaine. Il dit c'était avec Bush, mais aussi bien avec Obama, ont une peur bleue du printemps arabe. La raison est évidente. Ils n'ont aucun intérêt à l'établissement de démocratie dans le monde arabe. Car si l'opinion publique arabe avait de l'influence sur la politique de ces pays, les États-Unis seraient chassés de la région. C'est pourquoi ils ont une peur panique de voir s'y établir des démocraties. Alors dans cette situation fragile, d'une transition démocratique difficile, on le sait avec aujourd'hui l'expérience tunisienne qui reste la seule qui essaie quand même de continuer dans son élan, dans son chemin, le souffle du changement peine à tracer son chemin et rencontre aujourd'hui des défis. Avec une expérience démocratique naissante, avec l'absence d'un vrai débat politique, on le voit dans l'expérience tunisienne aujourd'hui, si on essaie d'analyser un petit peu, entre les formations politiques qui sont dans la majorité des formations jeunes, avec malheureusement aussi parfois des débats qui sont focalisés sur des questions relatives à la question de l'identité culturelle, etc. Cette bipolarisation entre les courants de l'islam politique et les courants qu'on appelle de modernistes, des revendications sociales avec une situation économique plus que difficile, et il faut bien sûr prendre le contexte international, la révolution syrienne, et on le sait tous ici, lorsque la parole a pris un peu de liberté, et lorsqu'on a vécu cette tragédie qui continue toujours en Syrie, on le voit bien dans beaucoup de jeunes qui s'expriment, qui voient qu'effectivement aujourd'hui la Syrie, c'est l'exemple même de cette politique, la politique qu'on appelle toujours celle que les peuples ne sont pas tous les mêmes, ils n'ont pas la même dignité. Aujourd'hui, on laisse cette situation aller dans le pourrissement total. La communauté internationale a préféré de jouer peut-être le rôle de spectateur qui laisse la situation évoluer vers le pourrissement total afin d'empêcher, pourquoi on essaie d'analyser, de comprendre peut-être toute transformation démocratique aux frontières de l'État hébreu. La même position également vis-à-vis des soulèvements des populations sunnites. L'année dernière, nous avons rencontré une délégation de savants sunnites qui viennent de l'Irak, avant les derniers événements, et qui nous disent que ça va exploser. Parce que, effectivement, là-bas, la situation devient insoutenable. On voit bien qu'il y a une certaine volonté, avec bien sûr tout le soutien de l'Iran, mais derrière l'Iran, il y a les États-Unis aujourd'hui, et avec eux, il y a toute une volonté pour que la situation aille justement au pourrissement.
Et on le voit aujourd'hui avec Daesh qui est en train de déstabiliser toute la région. Une politique de collaboration effectivement avec l'Iran pour créer un état d'antagonisme aujourd'hui, facilitant l'intervention et la manipulation d'une politique hégémonique dans le Proche-Orient et dans le monde arabo-musulman. Ces deux situations explosives, en Syrie et en Irak, qui deviennent bien sûr incontrôlables, ont fourni un espace ouvert à ce qu'on peut appeler des contestataires qui cherchent à exprimer leur frustration de leur réalité politique et sociale insoutenable, mais aussi leur révolte contre une politique internationale désastreuse, d'où la naissance justement de ces mouvements extrémistes. Alors qui sont ces extrémistes, qui sont ces djihadistes qu'on appelle? Ce sont des personnes qui se trouvent plutôt, et là aussi il y a une analyse intéressante de Raphaël Augier qui parle de la radicalisation. Est-ce qu'on peut parler d'une radicalisation religieuse ou plutôt c'est une radicalisation antisociale? Des gens qui sont également dans une rupture avec l'ensemble de la société. Il y a un anthropologue, sociologue belge, Johan Léman, qui a fait des travaux d'analyse sur les jeunes musulmans belges qui partent en Syrie, en Irak, et qui a publié une étude très intéressante, et où on a dit que la majorité de ces jeunes, ils n'ont aucune relation ni avec les mosquées. Plus de 90% ne fréquentent pas les mosquées de la Belgique. Ils ne connaissent pas les imams. Ce sont des jeunes qui sont recrutés à travers le net pour aller rejoindre ces groupes aujourd'hui en Irak et en Syrie. La justification religieuse, c'est-à-dire le prétexte religieux de cette contestation, aujourd'hui bien sûr il y a Daesh, l'État islamique, les groupes qui défendent la charia, etc. Je pense que c'est dû bien sûr à une absence d'instruction religieuse fondée et éclairée. Bien sûr, il y a dans les pays arabo-musulmans, il y a certainement une responsabilité des régimes autoritaires qui ont essayé de combattre toute expression, y compris d'ailleurs l'expression religieuse, et c'est ça qui a laissé justement des jeunesses ou jeunesses qui ne comprennent rien même à la référence islamique. Cette absence d'instruction a donné, bien sûr, la possibilité à des thèses extrêmes pour avoir une audience auprès de certains jeunes aujourd'hui qui sont attirés par ces thèses-là. Alors, pour finir, comment faire face aujourd'hui à cette violence et au terrorisme? Pour donner quelques idées et ouvrir bien sûr le débat autour de cette idée. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un besoin d'un vrai soutien au changement démocratique. C'est-à-dire, on a la responsabilité aujourd'hui de donner l'espoir que le changement peut se réaliser pacifiquement, en dehors de la violence. Et tout le monde a applaudi justement lors de la révolution tunisienne pour dire c'est la fin de la Qaïda, c'est la fin de ces groupes extrêmes, parce qu'aujourd'hui ce sont les peuples qui disent qu'il est possible aujourd'hui d'accéder à la liberté, à la démocratie, grâce à la contestation pacifique. Et on n'a pas besoin de passer par la violence. D'ailleurs, la violence n'a jamais arrivé à changer le sort des peuples. L'importance de cette expérience tunisienne aujourd'hui est l'exigence de son soutien. Soutien, notamment dans le domaine de développement, dans le domaine économique. Et je dirais aujourd'hui, malheureusement, pour revenir, parce qu'on est toujours devant des politiques absurdes, aujourd'hui, au lieu de vendre des rafales à un régime autoritaire en Égypte, je pense qu'il a fallu surtout soutenir la démocratie naissante en Égypte. Quelles que soient les difficultés des débats politiques, c'était plus intéressant pour l'Égypte et pour le monde, justement pour soutenir cette démarche vers la liberté et la démocratie. Deuxièmement, aider les peuples à construire leur démocratie, en harmonie avec leurs valeurs culturelles, certes avec interaction avec les autres cultures, mais sans leur imposer un schéma préconçu. Je pense que là aussi, nous devons comprendre aujourd'hui que ces peuples, ils ont toute la dignité, la possibilité de construire leur modèle. C'est un modèle qui peut être tout
tout à fait compatibles avec leurs valeurs et leurs références culturelles. Il y a besoin aussi de revoir les politiques internationales, cette politique de deux poids, deux mesures, une révision également des pouvoirs dont les instances internationales s'imposent aujourd'hui. Revoir la politique de distribution des richesses à l'échelle mondiale. Imaginer également d'autres alternatives que le capitalisme matérialiste et anti-environnemental. Et là, je pense que la religion, parce qu'on parle justement de la religion qui est utilisée, instrumentalisée d'une manière abusive, si elle est vécue et appréhendée de manière positive et non destructive, elle peut être une source d'inspiration pour imaginer d'autres alternatives possibles. On parle aujourd'hui dans le domaine économique des mérites, par exemple, de la finance islamique, qui donne aujourd'hui une alternative pour une économie plus participative, une économie où il y a plus de justice. Nous avons également besoin d'un courage politique pour la communauté internationale. Les États occidentaux assument leurs valeurs qu'ils prétendent défendre. On écoute dernièrement Obama qui regrette apparemment qu'il n'a pas fermé Guantanamo depuis le début de son mandat. Mais c'est toujours les responsables politiques à la fin de leur mandat, ils regrettent beaucoup de choses, mais on n'a pas ce courage politique effectivement d'être à côté des valeurs de liberté des droits de l'homme. Aujourd'hui, on a des positions parfois courageuses, telles que la position de Suède pour reconnaître la Palestine, et je pense que c'est dans ce genre de démarche qu'on peut changer un petit peu la politique. Revoir le traitement médiatique, parce que le traitement médiatique, malheureusement, il est toujours dans une vision de stéréotype, d'essayer d'accuser l'islam et de dire, il y a des gens aujourd'hui qui sont en train de mener des recherches sur les origines de la violence à travers les textes. Et moi je dirais, et malheureusement, ce n'est pas uniquement en Occident, même dans les pays arabo-musulmans, vouloir attacher l'islam avec le terrorisme, c'est renforcer l'attitude et la lecture d'une minorité ultra-minoritaire qui interprète d'une manière abusive certains concepts de l'islam. C'est-à-dire on est malheureusement en train de renforcer cette position extrême et une position tout à fait marginale. Favoriser les débats intellectuels, culturels et politiques au sein des sociétés locales et à l'échelle mondiale, aussi permettre aux cultures locales de s'exprimer et de ne pas les laisser être étouffées par les cultures hégémoniques aujourd'hui industrialisées. Encourager l'éducation, le développement du sens critique pour éviter que des jeunes se laissent facilement endoctriner ou manipuler. Et enfin, renforcer les liens entre les intellectuels militants pour la justice, l'égalité, la fraternité et la paix dans le monde. Je vous remercie beaucoup. Alors, merci à nos deux intervenants pour ces précieuses interventions. Donc, la parole est à vous à nouveau. Je suis un professeur de la Maison des citoyens. Je suis très perplexe par rapport à ce que... Enfin, je suis très intéressée par ce que vous avez dit, je suis d'accord avec la plupart des choses, mais en même temps, j'ai l'impression d'entendre un appel aux États, à la politique internationale, tout ça. On sait très bien que les États, la politique internationale obéissent à des intérêts qui ne sont pas forcément ceux que nous représentons aujourd'hui. Donc j'ai l'impression qu'on s'adresse à des monstres contre lesquels on ne peut rien faire. C'est-à-dire, je n'entends pas dans vos propos, et c'est ça que je regrette, je n'entends aucune stratégie de la part de nous, les associations, les citoyens. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Comment nous pouvons faire? Par exemple, je donne un exemple. Nous avons beaucoup milité pendant la guerre en ex-Yougoslavie pour soutenir, enfin pour déplorer l'agression et qu'on puisse soutenir les Bosniaques assiégés, les victimes, enfin qui étaient tous les jours
tués et bombardés, etc. Et nous nous sommes dit qu'il faut que notre gouvernement, en l'occurrence nous les Français, agissent, interviennent. On ne peut pas laisser nos amis qui sont enfermés dans telle ville, encerclés, etc. Seuls, il faut qu'ils interviennent. Bon. Ils sont intervenus très longtemps après, bon, etc. Avec des effets plus ou moins, enfin, ça a quand même arrêté la guerre. Mais en même temps, les accords qui ont suivi ont été des accords absolument nuls, qui font qu'aujourd'hui, les pays indépendants aujourd'hui de cet ensemble de l'ex-Yougoslavie n'arrivent pas à s'en sortir. Le traité de Dayton est une catastrophe qui fait que ces pays sont figés dans une misère, dans tout un tas de problèmes. Et donc, par rapport à ce que vous disiez qu'on aurait dû intervenir en Syrie. Enfin, les États auraient dû intervenir en Syrie, l'Occident. Moi, je pense aussi, enfin, tout le monde, nous avons souhaité sans doute qu'il y ait un appui donné à ces révolutionnaires syriens. Bon. Mais en même temps, les États venaient d'intervenir en Libye avec la catastrophe que nous connaissons aujourd'hui, et a auparavant été intervenu en Irak, enfin bref, passons, hein, même si la France là n'était pas. Mais vous voyez, on est là en train de demander à nos États de faire des choses dont on sait très bien qu'ils ne les feront que dans leur intérêt pour finir. Donc quelle est la stratégie des associations et des citoyens, la nôtre? Qu'est-ce que nous devons faire? Merci. Vous adressez vos questions à qui? Aux deux. Voilà. C'est une question que je me pose moi-même. Avant de répondre très précisément à vos questions, en disant que c'est difficile, mais je vais le faire très clairement, je vais rajouter une petite demande que moi je fais aux forces de gauche en Europe, et dans mon arabe d'ailleurs. Il y a une fracture qui est instrumentalisée par tous les méchants sur la Terre. C'est cette incapacité des forces de gauche anti-impérialistes en Europe à communiquer avec les forces politiques dès lors qu'elles ont un poil au menton ou un chapeau qui n'est pas de la même façon. C'est rétablir la communication entre faire ce travail intellectuel qui permettra aux forces de gauche de comprendre que même avec des référents différents, eh ben, nous on le faisait au nom de Lénine, et puis il y en a qui l'ont fait au nom de Jésus, il y en a qui le font au nom du Coran. Mais qu'est-ce qu'on fait? C'est ça qui compte. Si c'est un idéal de justice sociale, il reste universel. On ne va pas déconnecter parce que notre interlocuteur il a dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim avant de partir au boulot. On va voir ce qu'il va faire au boulot. Si par hasard il fait quelque chose qui est compatible avec nos objectifs, on reste en symbiose. Et ça, cette fracture, mais bon, dans un mois, avec Aix-en-Provence, on organise une série de tables rondes où des gens de tous les pays du Maghreb vont essayer d'intellectualiser pourquoi il y a cette fracture si terrible, si émotionnelle entre les gauches et les islamistes. Eh bien, cette fracture, nous, je sais pas, j'invente que nous ayons des sympathies avec les mobilisations anti-impérialistes en Europe, on doit être capable d'intellectualiser la différence islamiste et de voir ce qui est possible de faire ensemble. Et ça, c'est vraiment un grand chantier. Alors après, oui, c'est pas simple. Je vais vous faire des réponses très très bizarres. Je suis en train d'écrire un papier sur la Libye, qui est un des pays sur lesquels j'ai écrit, où je pose une question très très impertinente, que j'ai posée l'autre jour dans une conférence à Paris sur la Libye. J'ai dit, on est tous d'accord, c'est la catastrophe en Libye. Mais je voudrais qu'on prenne quand même le temps de se demander où en serait la Libye si le régime de Kadhafi avait gardé son potentiel de nuisance. Je veux quand même qu'on pose la question, pour qu'on ait des instruments de comparaison. Le processus d'internationalisation avait commencé, le processus de militarisation avait commencé, et est-ce qu'on ne serait pas, par hasard, dans un scénario qui pourrait ressembler à la situation syrienne? Donc je veux qu'on garde quand même les deux présents à l'esprit pour qu'on ne dise pas qu'il y avait une Libye parfaite, c'était le bonheur, n'est-ce pas? Et puis l'intervention occidentale. Non mais, moi j'en revenais de Libye. J'avais été visiter la prison d'Abu Salim où il y avait eu 1276 morts en 2h30 à la grenade et à l'arme automatique. Il ne faut quand même pas rêver, il faut qu'on se souvienne ce que c'était la Libye de Kadhafi. Alors la Libye de maintenant, c'est pas facile, c'est plein de contradictions, mais c'est peut-être pas aussi épouvantablement terrible qu'on le dit d'une
d'une part, et c'est peut-être pas aussi épouvantable que ça l'aurait été si le régime avait gardé sa capacité militaire de nuisance. S'agissant de la Syrie maintenant, j'aime bien, tout le monde est là en train de dire oui, on discute de l'intervention étrangère, fallait-il une intervention étrangère? Il y a un mot qui cloche là-dedans, c'est le mot étranger, parce que l'intervention, elle a déjà eu lieu en Syrie. La crise syrienne est une crise qui est tout entière irriguée par une intervention étrangère massive, c'est celle de l'Iran. Ah, celle-là, on n'en parle pas. Et tous nos militants, là, on n'a jamais vu des défilés dans nos rues parisiennes ou autres pour lutter pour dénoncer l'intervention étrangère massive qui a perfusé un régime dont je fais le pari, je n'ai pas obligé de me croire, mais si la crise syrienne n'était restée que syrienne, et enlevant le Qatar, enlevant l'Arabie Saoudite, enlevant la Turquie, enlevant tout le monde, moi je vivais en Syrie jusqu'en 2012, j'ai quitté la crise au milieu de la crise, j'ai quand même eu des empathies avec ce qui se passait. Je vous dis que ce régime serait tombé. Ce régime a survécu et a gardé cette capacité de martyriser une population avec, encore une fois, ces barils d'explosifs de 800 kg qui sont lâchés à moyenne altitude sur toutes les zones qui ont pour seul tort de ne pas faire partie de celles que le régime contrôle. Eh bien, on aurait pu imaginer une autre issue. Donc moi, je pense effectivement que ce qui s'est passé, et j'étais associé de très près à ce dispositif, je dirigeais l'Institut français des pocheries à Damas, nous avons dès le début eu une attitude à la libyenne, allez-y les gars, révoltez-vous, et puis dès que les urnes arabes ont commencé à nous envoyer des messages, oh là 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 là, comme ils ont mal voté à Tunis, oh là 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 là, comme ils ont mal voté au Caire, eh bien nous nous sommes retirés. Et nous avons immédiatement, les États-Unis ont dénoncé un veto immédiat interdisant à l'opposition d'avoir des armes qui permettent d'affecter leur rapport de force militaire. Donc on a en gros laissé à l'opposition syrienne le droit de se faire massacrer, pendant que le camp qui soutenait le régime, lui, il faisait du boulot sérieux. Lui, il allait directement à l'essentiel, qui était de maintenir l'hégémonie militaire, l'aviation, l'arme lourde, qui permettait d'écraser la révolution. Donc je pense que c'est compliqué la crise syrienne, mais on peut encore, à mon sens, y voir clair. Et l'une des directions de la mobilisation, c'est bien que pour qu'il puisse y avoir un processus politique, moi je ne nie pas l'idée qu'il puisse y avoir un processus politique, mais il ne faut pas que ça soit dans les conditions de Genève. Il ne faut pas que les Syriens du gouvernement arrivent à Genève et disent vous n'êtes même pas des Syriens, vous êtes des terroristes étrangers, je ne veux même pas vous parler. Et pour qu'il y ait un processus politique, il faut que les deux camps soient reconnus comme ayant une capacité de nuisance. Il faut donc rééquilibrer le rapport de force sur le plan militaire. Donc vous voyez, c'est complexe, mais c'est pas désespéré. On est en droit d'attendre, et bon, alors si vous voulez une direction de mobilisation, pour moi, ce qu'a fait la France en 2014, en août 2014, de partir bombarder Daesh, c'est une catastrophe, parce que nous avons, dans le ciel syrien actuellement, les avions américains croisent les hélicoptères du gouvernement syrien qui vont exploser les petits-enfants, et leur disent bonjour, et ils partent bombarder le produit de l'intolérance du régime, c'est-à-dire nous bombardons la conséquence, le régime syrien a fabriqué un monstre, nous bombardons le monstre, mais surtout pas le régime syrien qui l'a fabriqué. Et donc, on a, quand vous voyez que nos députés, dans la foulée, 300, combien de députés 391 sur 392, il y a un seul député français qui a hésité un tout petit peu avant de prolonger la campagne militaire aux côtés de l'Iran, entre parenthèses. Nous nous battrons aux côtés de l'Iran dans une guerre qui a une très forte dimension sectaire. Parce qu'il y a toute l'aviation de la terre dans les airs et il y a l'armée iranienne sur le terrain. Eh bien ça, par exemple, c'est un axe de mobilisation. Nous devons exiger que cesse la campagne militaire terriblement unilatérale qui s'est mise en route. Quand est-ce qu'on a commencé à s'émouvoir? Vous savez, quand on a commencé à s'émouvoir, quand les victimes ont cessé d'être exclusivement musulmanes. Quand il y a eu des journalistes occidentaux et des yézidis. Moi j'aime bien les yézidis, je suis allé chez eux, c'est des gens très bien, ils sortent du fond de la militant, ils sont très exotiques, mais je veux dire, il y avait des milliers, des dizaines de milliers de sunnites qui mouraient. Alors on n'a pas voulu les aider parce qu'ils étaient trop sunnites, et les Turcs n'ont pas voulu à Kobané les aider parce qu'ils étaient trop kurdes. Et bien c'est ça qu'il faut dépasser. Donc il me semble que, même si c'est compliqué, il nous reste quand même des axes de mobilisation politique pour les opinions occidentales qui sont relativement claires. Merci.
pense effectivement cet axe-là, personnellement je ne l'ai pas abordé, et c'est important de se demander effectivement, parce que sinon on va être dans une position voilà, de désespoir et de passivité. Je pense cet effort de sensibiliser, de partager cette culture, et je dirais cette analyse des situations, parce que malheureusement, ça nous paraît, lorsqu'on essaie de voir dans ces analyses, comme vient de le dire François, mais c'est pas malheureusement partagé. C'est-à-dire, vous savez, aujourd'hui, dans le traitement médiatique, c'est pas ces idées-là qu'on écoute tous les jours. Alors je pense que les associations, les forces de la société civile ont, avec tout ce qu'ils possèdent comme moyen, d'essayer justement de sensibiliser, d'essayer également de porter la contestation, parce qu'à mon avis, en Occident, nous avons cette possibilité justement de mener une contestation contre des politiques injustes, et je dirais également des expériences, et ça nous reste aujourd'hui l'expérience tunisienne, mérite d'être soutenue et aidée, parce que je pense que nous devons donner de l'espoir encore au peuple, pour leur dire qu'aujourd'hui on peut réussir. Aujourd'hui, dans le monde arabo-musulman, on peut avoir des régimes démocratiques où la liberté des peuples, où les droits de l'homme sont respectés. Alors je pense que ce soutien également, c'est un petit peu la responsabilité des associations et du monde civil. J'entends ce que vous dites concernant Daesh. Je crois savoir que ce n'est pas un problème syrien, c'est un problème qui a d'abord débuté en Irak, qui continue en Irak. Je partage tout à fait vos points de vue sur des éléments qui sont très factuels, qui sont ceux de l'implication de l'Iran, du Hezbollah libanais sur le terrain. Récemment, il y a eu des combats autour de la ville de Tikrit qui aujourd'hui est tenue par Daesh. Il y a eu des milices, donc chiites, ont récupéré des villages, ils ont fait des massacres, peut-être au moins aussi violents que ceux de Daesh, peut-être amenés à produire. C'est vrai que c'est très très peu médiatisé. La question que je me pose moi aujourd'hui, face à la violence qu'il peut y avoir là-bas, la violence communautaire, qui est instituée par les gouvernements officiels en place, que ce soit en Irak ou en Syrie. En Irak, c'est des chiites qui sont au pouvoir aujourd'hui. En Syrie, ce sont une secte chiite. Des alaouites, c'est une secte chiite. Oui, c'est une secte chiite, les alaouites. La question que je me pose, c'est pour les populations sunnites locales. Je crois qu'il y en a peut-être quelques-uns, des sunnites aussi, et on aurait pu être là-bas. C'est quel est le meilleur rempart? Quel meilleur rempart que Daesh y a-t-il pour défendre les populations sunnites sur place? Moi, c'est malheureux, mais c'est une lecture que j'ai aujourd'hui des choses. C'est-à-dire que je me dis que sur place, si j'avais été là-bas, avec ma famille, j'aurais peut-être fait partie des populations massacrées par les milices chiites irakiennes ou par les soldats de Bachar al-Assad. Est-ce qu'il y a un meilleur rempart que Daesh pour les populations sunnites sur place? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, j'ai entendu les propos de madame. C'est une réalité, madame. Il faut voir les massacres faits par les chiites qui sont très très peu médiatisés. Daesh. Mais les chiites ne sont pas partis mauvais. Comment? Non. C'est vrai que je tiens un discours qui peut paraître un petit peu dichotomique. Oui, c'est ça. Oui, ça je l'entends tout à fait. Mais quoique les massacres produits par des milices chiites sont existants. Alors, si vous avez un autre nom pour nommer ces milices chiites qui se définissent en tant que telles, je veux bien le prendre. En tout cas, moi je les appelle comme eux se nomment. Et c'est un réel point de fracture. Enfin, l'intervention des Américains en Irak, et j'en discutais avec un Sénégalais que j'ai rencontré ici, que vous ne connaissez pas, qui me disait que l'intervention des Américains en Irak a réveillé un vieux démon qui était enterré depuis très très longtemps. Et c'est des questions qu'on se pose aujourd'hui, qu'on ne se posait pas auparavant, celles de chiites, sunnites. Il y a une dizaine d'années, dans la population tunisienne, ou même dans les populations musulmanes que moi je peux côtoyer en France, c'est des questions qu'on ne se posait pas. C'est une vraie question, c'est est-ce qu'il y a un meilleur rempart pour les populations sunnites sur place contre donc,
la barbarie que certains chiites, via leur gouvernement, peuvent manifester, pour être peut-être un peu plus précis dans mon propos. Et la deuxième, je rebondis sur les propos de madame justement qui n'était pas contente, c'est en tant que société civile, qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne vois pas quel type d'action on peut avoir, enfin, mis à part envoyer des denrées alimentaires via des associations syriennes, et quoique même ça peut paraître suspicieux aujourd'hui. On a vu avec Baraka City, qui est une ONG française qui a récemment envoyé des ambulances et qui a été accusée de terrorisme. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que société civile pour au moins aider les populations locales, autrement que par l'envoi de denrées alimentaires, au mieux pour essayer d'abonder dans le sens d'un apaisement, d'une solution sur place? Merci pour vos réponses. Et donc la question est adressée aux deux intervenants. Alors, je ne sais pas, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Daesh est le seul rempart possible pour défendre les populations sunnites? Peut-être certains, ils se trouvent justement parce qu'ils sont massacrés, ils n'ont aucun soutien, ils ne sont pas protégés par nulle part, et ils se trouvent en quelque sorte, voilà, ces gens-là qui disent qu'ils sont là pour les soutenir ou pour les défendre. Mais lorsqu'on voit aujourd'hui également les massacres, parce qu'on connaît bien aussi ce qui se passe en Irak, c'est pas seulement les massacres sont exécutés aujourd'hui par des milices chiites, mais par Daesh aussi, contre des leaders sunnites. Parce que le problème aujourd'hui, Daesh est dans une vision extrême, qui considère que les musulmans qui considèrent qu'ils sont assez modérés ne sont pas des musulmans. Et vous savez, aujourd'hui, moi je connais des Irakiens en France qui connaissent un petit peu la réalité de près et qui nous rapportent tous les jours des grands savants, des professeurs d'université, des imams de mosquées qui sont exécutés par Daesh. Et ce n'est pas par des milices, parce que pour eux, ils sont corrompus, ils sont complices, etc. La question, je pense, elle est très complexe. Et à mon avis, quel que soit on est dans un dilemme assez difficile, effectivement, sur toutes ces populations sunnites, parce que, à la fois, c'est des milices chiites, avec ce qu'on appelle Hashd al-Sha'bi aujourd'hui, qui est encouragé par les militaires chiites, qui font des massacres c'est-à-dire aujourd'hui dans le contexte extrême, oui. Et malheureusement, de l'autre côté, Daesh, ils ne sont pas mieux. Je pense qu'une position de principe, c'est de s'exprimer contre la violence, quelle que soit en fait la raison de travailler plutôt pour qu'une société puisse être pacifiée, apaisée, et c'est plutôt une société engagée dans tout ce qui est politique et construction politique qui peut s'en sortir. Mais effectivement, aujourd'hui, la situation, que ce soit en Syrie, en Irak, est beaucoup complexe, c'est-à-dire c'est pas facile de dire ça, mais dans tous les cas, à mon avis, on ne peut pas cautionner aujourd'hui ce que Daesh faisait parce qu'on pense qu'ils peuvent défendre effectivement les sunnites. Voilà mon point de vue. Le fait même que vous exprimiez, Hassim, illustre une dynamique très inquiétante qui ne traverse pas que l'Irak et la Syrie, qui est déjà au Yémen. Dans les mêmes termes. Les groupes extrémistes sunnites ont été pendant longtemps des groupes extrémistes. Ils étaient aux extrêmes du jeu politique. Ce qui se passe de très grave, c'est que ces groupes extrémistes sont en train d'entrer en interaction effective et en empathie avec des compartiments importants de la population, sur la base que vous avez décrite. Mais actuellement, au Yémen, c'est très exactement ce qui est en train de se passer. Depuis que les Houthis ont pris le contrôle de Sanaa, comme ils sont, en fait, les Houthis sont alliés au pouvoir ancien de Riyad al-Saleh. C'est aussi une force révolutionnaire. Mais si on ne les lit que par la porte d'entrée de leur appartenance zaïdite, donc chiite, on a évidemment une vague réactive qui s'est manifestée par les attentats terrifiants. On a une vague réactive
de tous les sunnites, les groupes extrémistes, mais pas seulement des segments entiers de la population sunnite qui se disent, comme vous l'avez énoncé, qui d'autre que nos radicaux peut être le bouclier qui va assurer notre défense existentielle face à la poussée d'un pouvoir sectaire. Alors, qui peut protéger les sunnites mieux que Daesh? Un état de droit digne de ce nom, bien sûr. Mais voilà, mais on est bien d'accord. Mais la poussée des radicalismes signale l'échec des institutions politiques qui ont vocation à résorber pacifiquement les tensions entre les groupes. Et évidemment, l'émergence de Daesh en Irak, comme vous l'avez dit, parce que c'est bien là que ça démarre, signe l'échec des institutions politiques mises en place par les Américains au moment de leur départ. Et qu'est-ce qui est en train de se passer actuellement au Yémen? Pourquoi Daesh est-elle plus sectaire que Al-Qaïda? C'est assez amusant, vous avez Al-Qaïda qui dit attention les mecs, là, arrêtez de taper sur les chiites, on a donc gentil Zawahiri contre vilain Bardani. Mais il faut comprendre que Al-Qaïda s'est créé historiquement en Afghanistan, dans la confrontation avec l'irruption militaire américaine. Daesh s'est créé en Irak à l'heure d'une confrontation américaine que les chiites ont, dans le meilleur des cas, regardé passer, et dans le pire des cas, à laquelle ils se sont plus ou moins associés. Et donc, le sunnite irakien, il a très logiquement deux ennemis, c'est-à-dire l'ennemi absolu initial américain, mais il a aussi son petit camarade qui ne l'a pas trop aidé lorsque les Américains sont entrés en Irak. Et c'est très exactement ce qui est en train de se repasser au niveau régional, puisque nous voyons, je ne sais pas si vous avez lu, ce matin, je crois, l'Iran a été retiré de la liste des acteurs terroristes, etc., etc. Nous avons une configuration où les chiites sont perçus comme des alliés possibles de la Pax Americana dans la région. Et donc, ça exacerbe évidemment la tension sectaire entre les sunnites et les chiites, et c'est très très exactement la matrice de ce qui s'est passé au Yémen. Alors, le dire, ça ne veut pas, encore une fois, ça ne doit pas être un aveu d'échec définitif de ce qui doit être le recours absolu, c'est-à-dire un état de droit qui crédibilise une distribution des ressources crédible, qui place les individus au-dessus de leur appartenance primaire. Mais effectivement, moi je sais que tous ces jours-ci, j'ai beaucoup parlé sur le Yémen, et puis j'ai déjà dit des collègues qui m'ont dit tu donnes trop de poids à la variable sectaire. Et j'ai répondu, pour les familiers de ma page Facebook, j'ai posté hier matin un minaret, splendide minaret, c'est un secret, celui d'une mosquée de Baalbek, mosquée chiite. Et j'ai mis, je mets ce minaret, même pas sunnite, pour signifier à ceux qui croient que quand on condamne certaines dérives de Hezbollah, on est forcément anti-chiite. Non, moi je ne suis pas anti-chiite. Et comme tous les Français qui suivaient le conflit israélo-arabe, j'ai eu ma phase d'empathie presque sans limite avec le Hezbollah, notamment du côté de 2006. Mais c'est vrai qu'on est obligé de constater que dans la conjoncture actuelle, eh bien, le Hezbollah est devenu le bras armé de la répression de la majorité sunnite en Syrie. Et c'est pas faire de l'antichéisme primaire. Donc, je pense que le fait que vous vous soyez exprimé en ces termes, ça montre bien effectivement le danger devant lequel on est actuellement. C'est-à-dire que c'est le discrédit des institutions qui distribuent les ressources sans tenir compte des appartenances primaires, et donc le repli. Et ce que vous avez dit sur l'Irak, ça a été dénoncé dans les mêmes termes. Les tribus du côté de Marès font partie commune avec Al-Qaïda ou avec Daesh contre ce pouvoir d'État à Sanaa qui est perçu comme étant un pouvoir sectaire. Donc effectivement, on est au bord de ce gouffre-là. Ça ne veut pas dire qu'on va tomber dedans. L'énoncer ne veut pas dire l'approuver. Il vaut mieux en avoir conscience. Vous voulez passer le micro? Ma question est sur le pour vous, quelle serait la priorité pour
Monsieur Zakaria Chabil de l'association PSM France. Quel serait pour vous, parce que je rejoins la dame, c'est vrai que notre discours est quasiment adressé à des États, pour les États n'entendent pas leur population, donc la société civile, quelle serait sa priorité? Est-ce qu'on doit plutôt travailler justement sur ce levier, où le levier premier serait cette matrice politique dont vous avez parlé, ou plutôt centraliser notre combat ou le cibler plutôt les individus individuels? Quelle serait vraiment la priorité, plutôt les deux? Voilà. Vous avez prononcé tout à l'heure un mot très très important, c'est l'humanitaire. On cause, mais il faudrait qu'une partie de notre énergie, dans tous les cas, soit consacrée. Il y a le choix. Hein. Il y a une seule bêtise à ne pas faire, je vous en conjure, ne donnez pas un centime aux agences onusiennes. Il y a 80% qui partent dans les frais de gestion, et il y a 10 ou 15% qui arrivent sur le terrain. Mais vous avez l'embarras du choix. Vous pouvez donner à des ONG qui sont intégralement, qui sont imperméables, dont les tuyaux d'action sont imperméables. Parce que l'ONU, vous mettez 100 € en haut, il y en a 10 dans le meilleur des cas qui arrivent sur le terrain. Bon, une fois qu'on a dit ça, moi je répète ce que j'ai dit. Moi j'aimerais voir les forces de gauche occidentale ouvrir le grand chantier de leur réconciliation. Ça ne veut pas dire, je ne demande pas aux gens de devenir islamistes, je leur demande de faire le tri intellectuel et de voir quels sont les moyens d'action collectif entre des forces qui se sont ignorées depuis toujours. Et ça déblayerait déjà considérablement le terrain. Pourquoi? Parce que si on déblaye ce terrain-là, on va parvenir à mobiliser dans la crise syrienne les forces militantes européennes sur des axes clairs, ce qu'on n'arrive plus à faire maintenant. Parce que quand vous dites Palestine, vous faites descendre des dizaines de milliers de personnes pour Gaza. C'est très bien, c'est très bien. Et quand vous dites Syrie, on vole en éclats. On vole en éclats, oui, mais les chrétiens, oui, mais les intégristes, oui, mais blablabla. Et on n'a plus d'axe de mobilisation commun. Qu'est-ce que c'est le cancer qui a rongé notre capacité à nous émouvoir collectivement de la situation syrienne? C'est le fait que les Syriens ont trop de poils au menton. Ne cherchez pas plus loin. Ne cherchez pas plus loin. C'est la capacité qu'a eu le régime à islamiser l'image de son opposition qui a désarmé les forces traditionnellement mobilisables en Europe et dans une grande partie du monde arabe, y compris dans le pays où je me trouve. Y compris dans le pays où je me trouve. On a entendu des choses terrifiantes en Tunisie sur le conflit en Syrie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Juste en une phrase, quel est le défi que n'ont pas surmonté les forces militantes occidentales? C'est, je vais le dire de façon imagée, comment pourrais-je me solidariser avec des forces politiques, l'opposition syrienne, dont on me dit qu'elles sont soutenues par l'émir du Qatar, le roi d'Arabie Saoudite, le président Hollande, le premier ministre britannique et, last but not least, Bernard-Henri. Une fois qu'on a dit ça, tout le monde décroche. Et quelle est la réponse? Ce n'est pas parce qu'une mobilisation populaire fait l'objet de tentatives d'instrumentalisation et de récupération par des forces politiques qui ne sont pas, que nous ne considérons pas comme légitimes, que cette mobilisation politique devient illégitime. L'opposition syrienne n'est pas illégitime parce que des gens qui s'étaient bourrés de mille et une façons dans la gestion de leurs intérêts dans le printemps arabe se disent: je vais prendre le train en marche, je vais essayer d'être avec les vainqueurs. Et qu'est-ce qu'on a fait, nous, à l'opposition syrienne? On lui a donné le baiser de la mort en disant qu'on la soutenait, et on l'a soutenue beaucoup plus par des paroles que par des actes. On l'a discrédité dans toute une partie du tissu militant occidental et arabe. Eh bien, je pense qu'un objectif, c'est déjà de nous donner une lecture claire, acceptable et légitime de notre engagement dans le conflit syrien. Et on redeviendrait efficace. Parce que maintenant, tout le monde peut dire n'importe quoi. On a eu quand même, on est arrivé aux extrémités, l'usage d'armes chimiques, de missiles balistiques, de tout ce qu'on veut, et on reste les bras ballants. Mais nous sommes entrés, oui. Excusez-moi, mais au-delà de ce qui se passe en Syrie, la question malheureusement n'est pas que syrienne. Tout ce qui est djihadisme, terrorisme, extrémisme, ce n'est pas lié uniquement à la Syrie, ce qui se passe en Syrie ou au général. Donc comment je montre quelle stratégie, pour reprendre le terme de madame, quelle stratégie pour les sociétés civiles dans chaque société civile dans son propre pays, dans son propre contexte. Nous en France, madame au Québec, comment agir?
c'est aussi simple que ça. C'est vrai qu'il y a cette diabolisation, il y a cette fracture qui est voulue, qui est volontaire de certaines forces, on appellerait plutôt capitalistes, qui fait justement un peu diviser pour mieux régner. Entre justement les musulmans, les associations musulmanes, par exemple, qui sont impliquées, entre les forces de gauche, comme vous l'avez bien dit. Mais justement, quel pont? Comment jeter ces ponts-là et quelle priorité donnez-vous à ceci? Moi, je reviens à mon analyse. Le djihadisme, c'est l'expression du dysfonctionnement des institutions politiques qui ont vocation à régler les tensions internes à un groupe national ou à un groupe régional ou à la planète. Donc, alors je vais vous choquer, mais il faut bien dire du bien de ces autres. La Tunisie est l'archétype du pays qui lutte efficacement contre le djihadisme. Et ne nous trompons pas sur la contre-performance des événements récents. D'abord, à mon sens, ce n'est pas la Tunisie qui a fabriqué cette violence-là. La Tunisie, elle s'est trouvée simplement fournir l'occasion de frapper relativement facilement des ressortissants des pays qui bombardent l'Irak. Alors je sais, c'est terrible, il y a eu 2 morts de trop, c'est les morts qui sont tunisiens, mais la Tunisie actuellement est l'archétype d'une situation qui permet d'espérer une résistance efficace aux poussées radicales, aux extrêmes du champ politique. Pourquoi? Parce que ce champ politique est merveilleusement, étonnamment consensuel, puisqu'on a eu une alternance et cerise sur le gâteau. J'avoue que même moi, je ne l'aurais vraiment pas prévu. Nous avons un gouvernement, sinon complètement d'union nationale, mais où symboliquement, ceux qui avaient gagné le premier scrutin sont associés à la gestion dans le contexte de la restauration du pouvoir précédent. Donc c'est ça, l'effort il est là. L'effort il est vers tout ce qui permet une transition. Mais ce qui permet une transition, je reviens à mon idée fondamentale, c'est quand même d'aplanir le différent émotionnel, irrationnel qu'il y a entre les 2 camps politiques du monde arabe, en écho et qui nourrissent la fracture nord-sud, hein, parce que nous ne lisons, je vais vous faire une confidence, l'autre jour j'ai dîné ici à Tunis avec M. Mélenchon. Et donc les forces de gauche, mais M. Mélenchon avait de la Tunisie, la lecture qu'il faisait de la Tunisie, c'était celle de Hamami, et seulement Hamami. C'est quelqu'un de bien, il existe. Il a 10 ou 12% des suffrages. Je ne nie pas sa légitimité, mais je ne peux pas comprendre les dynamiques politiques en Tunisie si je n'intériorise que les catégories de Hamami. Il va me manquer quelque chose. Des fois, j'emploie une autre formule et là encore pire, c'est là, je ne sais pas si j'ose la dire. Mais la France a développé une coopération intense avec la Marsale. Il faudrait maintenant développer une coopération avec le reste de la Tunisie. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, ce gap-là, il me semble qu'il est central dans toute notre relation au monde arabe. C'est-à-dire que nous ne sommes parvenus depuis la France à ne développer des relations qu'avec la petite minorité qui nous dit dans la langue qu'on comprend ce qu'on a envie d'entendre. Mais là, on doit aller plus loin et être capable de construire une relation rationnelle avec l'altérité musulmane et pas avec le musulman qui n'est pas musulman. Jusqu'à présent, il y en a qu'un qui nous plaît, qu'on comprend, c'est le musulman qui n'est pas musulman. C'est le musulman qui, à l'heure de la prière, accepte de boire le pastis. Mais là, on doit faire une étape et on doit arriver à créer une relation avec le musulman qui, à l'heure de la prière, a le mauvais goût d'aller faire la prière. Et ça, c'est un challenge pour les forces de gauche en Europe et à l'intérieur de la France, c'est extrêmement important. Parce que la question, il insiste effectivement par rapport à la société civile, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Je pense que voilà, il y a des éléments de réponse. Et moi, j'insiste en fait pour dire, c'est vrai que nous, en tant que force de la société civile, association, etc., peut-être on n'a pas beaucoup de pouvoir dans le sens du pouvoir politique ou financier, mais je pense que nous avons quand même un pouvoir pour, tout d'abord, sensibiliser. Moi, je trouve que sensibiliser l'opinion publique autour de ces questions, parce qu'il y a une certaine lecture, une certaine compréhension de ce qui se passe dans le monde. Et ça manque parce que malheureusement, l'outil médiatique aujourd'hui, il y a tout. Parce que, bon, il ne faut pas aussi rêver. Lorsqu'on parle, par exemple, des médias en France aujourd'hui, ces médias qui sont détenus par des grands groupes industriels, lorsqu'on veut
vendre les rafales. Bien sûr, les groupes médiatiques qui dépendent de cette même force, ils n'ont pas posé les questions gênantes aux responsables politiques. Alors il faut dire que, voilà malheureusement la réalité. Mais à mon avis, il faut sensibiliser parce qu'il y a des militants, des intellectuels, des gens qui essaient justement d'offrir autre chose pour bien comprendre la complexité aujourd'hui de notre monde. Je pense aussi qu'il faut porter la contestation. À mon avis, la contestation aujourd'hui des politiques injustes, c'est un devoir citoyen pour que les sociétés soient plus humaines justement. Et dernière chose, il faut encourager les bonnes initiatives. Moi je pense que dans notre société, il y a des initiatives, parce qu'on parle des médias par exemple, tous les Français, ceux qui suivent un petit peu la réalité française, ils ont entendu parler de PNL et ses efforts. Mediapart, je pense que Mediapart, c'est une belle initiative dans le monde justement des médias qui mérite d'être encouragée. Voilà, si vous voulez, ce qu'on peut faire concrètement pour faire avancer les choses. Vous avez tout dit, on n'a pas peu de questions à poser. Est-ce que tu vas en poser une dernière? Non, je voulais dire par rapport à la société française. À un moment, on a évoqué la question de la solidarité avec la Pologne, Solidarność. La société française a un fondement judéo-chrétien assez fort, encore assez solide, ce qui fait que la Pologne catholique a trouvé en France des correspondances catholiques, que ce soit du centre, que ce soit même de la gauche, pour pouvoir les soutenir dans leur combat contre le communisme. Chiisme, sunnisme, ça apparaît, j'ai l'impression, dans la société française, comme des haines séculaires absolument incompréhensibles. C'est-à-dire, ah bon, il y a les sinistres, déjà, la religion musulmane, c'est pas facile à comprendre, mais en plus, il y a les chiites, il y a les sunnites, il y en a sans doute beaucoup d'autres encore. Bon, et alors, ils se combattent, et alors, nous, là-dedans, qu'est-ce qu'on a à faire? Qu'est-ce qu'on a à faire avec ça? Et il me semble que par rapport à la Palestine, la dimension chrétienne, c'est-à-dire le fait qu'il y ait quand même un certain nombre, peut-être qu'ils sont aussi nombreux dans les autres pays, mais un certain nombre de chrétiens en Palestine, etc., a joué un rôle pour l'investissement des chrétiens de gauche, qui sont un nombre assez consistant des militants, par exemple, de l'AFPS, de l'Association française Palestine Solidarité. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a, mais l'avait dit M. Burgat, il y a une espèce de combat culturel, d'interrogation intellectuelle à avoir pour y compris entrer dans la compréhension d'une autre culture que la nôtre. Si on veut organiser ce soutien, par exemple sur une base citoyenne, il y a quand même une espèce de coupure, de césure, je dirais, culturelle, intellectuelle, qui fait que beaucoup de gens ont l'impression de ne pas comprendre les phénomènes qui sont en cause au Moyen-Orient. On va prendre une dernière question. Merci. Merci beaucoup aux deux intervenants, Kakim et PSL. Naturellement, c'est des interventions et des lectures que je suis. Je suis un fan de Facebook. Pour autant, je partage l'analyse qu'il faut avoir, une analyse profane de la présence politique, tant au niveau géopolitique qu'au niveau national. Vous avez dit qu'effectivement, de parler musulman, de prendre conscience et prendre acte que c'était un élément de langage, un élément culturel plutôt, parce que les acteurs de ce monde-là agissent. Ma question c'était plutôt sur la question de, vous avez dit, vous avez un peu minorité la question des conditions sociales des personnes en France, en Europe, les jeunes, des quartiers plutôt populaires. Vous aviez cité justement qu'il y avait en
citant cette Niyaouza en disant que voilà, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de peinture à faire que c'est pour cette raison que ces jeunes-là partent. Pour autant, en même temps, vous disiez qu'il ne fallait pas surdéterminer la question de cette question. Enfin, je pense que les deux sont essentiels. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui, comme nous, au niveau du travail, au niveau national, au niveau associatif, la question géopolitique est importante, il faut agir, mais le levier premier d'action, c'est celui du local, individuel, et on doit aussi avoir cette analyse globale, mais en même temps aussi accompagner le déterminant religieux est important, c'est-à-dire qu'il y a un intervenant qui disait que ces jeunes-là, à défaut de ne pas avoir trouvé un sens à leur vie, essayent de trouver un sens à leur mort. C'est-à-dire qu'en partant dans ces pays-là, en Syrie en particulier, parce que c'est des jeunes qui ne connaissent pas la Syrie, j'ai eu la chance d'y être, qui ne connaissent pas du tout ces pays-là, qui ne savent même pas le situer dans le cas. Et donc, en cherchant un sens à leur mort, voilà, ils agissent dans cette logique-là. Simplement pour la question de la détermination des conditions sociales. Merci. En fait, les populations en Syrie, en Irak, c'est comme s'ils n'ont pas le choix. Ils ont le choix entre la mort et la mort, entre Daesh chiite et Daesh qu'on connaît. Donc là, vraiment, des gens, une population qui peut être le matin du côté de Daesh chiite et le soir du côté de Daesh. Donc c'est des populations qui n'ont rien à voir avec la politique. Des gens qui aiment chercher un toit, de la nourriture, et ils ne veulent pas s'impliquer ni d'un côté ni de l'autre. Rappelons-nous que pendant la guerre Irak, on a vu deux zones d'exclusion, une zone d'exclusion sud pour les chiites, une zone d'exclusion pour les Kurdes au nord de l'Irak. Or, pour les Syriens, ils n'ont pas le droit, au moins, d'être dépendants de tout ce qui se passe. Donc, on les a obligés. Une autre dernière question, remarque, concernant, on a parlé de l'Iran, de la Syrie, de l'Irak, du Yémen, de la Libye et de la Tunisie, comme il vient d'évoquer M. François Berga, mais on a oublié la question de l'Égypte. Donc aujourd'hui, j'aimerais bien entendre un petit mot de la part de nos intervenants concernant ça. Merci. Merci beaucoup. Donc, j'aimerais bien qu'il y ait une réponse et en même temps une conclusion. Voilà quelqu'un Ah, monsieur, je vais prendre une image. Et ce que vous dites est très vrai. Il y a une barrière culturelle entre le français qui n'a pas été acculturé à l'univers de la culture musulmane et ce qui se passe en Orient. Ce dont on a besoin, je pense, c'est tout ce que le dialogue. Je vais choquer des gens. Le dialogue interreligieux, moi, j'aime pas. Je pense que ça sert à rien. Pourquoi? Parce que les dogmes, je dis parfois, l'image m'était venue avec l'archevêque de Canterbury, j'avais été associé à un truc sur le dialogue interreligieux. Et en l'occurrence, c'est lui qui avait la bonne idée pour moi. Et j'avais dit, mais les dogmes, c'est comme des œufs. Vous ne pouvez pas les rapprocher. Si vous essayez de les rapprocher, ils se cassent. Un dogme ne fonctionne que dans sa capacité à apparaître différent de l'autre. Donc moi j'aime bien dire, mais vous êtes sûr que Mohamed il est pas genre un peu prophète quand même? On va pas aller loin comme ça. Donc, on va pendant des heures mesurer la différence des dogmes respectifs. Par contre, l'exercice qu'on va faire c'est ton dogme c'est ça, mon dogme c'est ça, moi j'ai pas de dogme. Quelle est la politique scolaire sur laquelle on arrive à se mettre d'accord? Comment on fait pour améliorer l'embrassage des ordures? Et on oublie nos dogmes respectifs, c'est tout. Et ça, c'est tout à fait possible. On ne doit pas entrer dans l'intimité de nos dogmes respectifs, mais on doit se mesurer dans notre capacité à faire des choses. Alors, oui, j'ai pris des raccourcis. Si je me résume de façon plus équilibrée, je dirais que la radicalisation naît de l'échec de deux vivre ensemble. D'accord? Alors, revenons sur le vivre ensemble. Alors, j'ai dit que l'échec du vivre ensemble national, je le considérais comme un adjuvant, comme un potentialisateur, mais je ne voulais pas que ce soit l'alpha et l'oméga
de la naissance des conduites radicales. Mais revenons quand même sur l'échec du vivre ensemble, l'image que j'ai employée 1000 fois, vous pouvez la retrouver écrite. Qu'est-ce que c'est l'échec du vivre ensemble? C'est l'absence de fonctionnement de la machine à distribuer les ressources aux différentes composantes du tissu national. Alors ces ressources, elles peuvent être économiques. Si je n'ai pas de boulot, au bout d'un moment, je vais avoir une propension à entrer en tension avec l'univers qui ne me reconnaît pas. Mais si tous les matins sur, je dis au hasard, sur France Inter, j'entends une vision, par exemple, du conflit israélo-arabe qui heurte ma sensibilité, et puis le soir, je recommence, ça recommence. J'ai à nouveau l'impression que c'est plutôt l'autre en face qui a le droit de s'exprimer. Et là, ça ne coûte pas très cher de rétablir l'égalité du droit d'accès à la parole publique aux heures de grande écoute. Mais ça ne fonctionne pas. Alors j'ai employé cette image un peu choquante, je dis, si la table, si le pied musulman de la table du vivre ensemble est trop court, ça boite. Et puis quand je suis très énervé, je dis, si le pied d'une autre communauté qui a un accès plus facile à l'expression publique quand il s'agit du conflit israélo-arabe est plus long que les autres, ça boite aussi, ça aggrave. Et c'est la situation que nous vivons en France, et qui exacerbe évidemment le dysfonctionnement de la distribution des ressources économiques, c'est-à-dire mon accès à l'accord. Mais je ne veux pas qu'on s'enferme là-dedans. Je ne veux pas que ça serve ce que fait par exemple, mon collègue Olivier, avec qui je suis Olivier Roy, mais je ne veux pas qu'on dise ça leur arrive, mais vous savez, nous on a été Mao quand on était jeunes, le conflit israélo-arabe, mais ça n'a rien à voir avec ça, oubliez. Ça, je ne veux pas. Je veux que la matrice politique, structurelle, qui fabrique de la radicalisation, reste sollicitée. Je vais prendre une dernière. Non. Oui, l'Égypte abat la démocratie ici. Non, mais je veux dire, l'Égypte prouve chaque jour les raisons que nous avions de ne pas nous satisfaire du tour de passe-passe qui a mis un terme au processus démocratique. On pourrait, mais je pense que l'Égypte parle pour elle-même. Il n'y a pas besoin qu'elle monte dans le champ. Ouais, non, je vais m'arrêter là. Sinon, je vais bien. Bravo, bravo. Merci. Alors, je pense effectivement, ça a été dit par rapport au local et à l'international, il faut effectivement agir dans les deux registres, comme on dit, parce qu'effectivement, les difficultés que vivent les jeunes aujourd'hui, ça peut aussi justement provoquer ou faire naître une situation qui amène ces jeunes vers les extrêmes, vers la violence. Moi, j'ai retenu le témoignage, vous savez, ce jeune français qui était parti en Irak, c'est dans la première guerre du Golfe, il Chenali, qui fait un témoignage aujourd'hui, il a écrit même un livre, et parmi les motivations, c'est lui qui parle aujourd'hui avec tout le recul qu'il a après des années, et il dit parmi les motivations fortes qui l'ont amené justement à partir en Irak, et il est dans une famille pauvre, et il n'a jamais de sa vie voyagé à l'étranger, parce qu'on lui propose justement d'aller, et c'était pour lui une aventure. Il est parti. C'était une motivation assez forte. Alors c'est vrai que ces situations justement sociales, ça peut justement amener les gens aujourd'hui, les jeunes, à aller justement dans ces voies extrêmes. Alors pour finir, je pense qu'on doit quand même finir sur une note d'espoir, comme on dit, parce qu'on a tellement parlé de la complexité de ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde, de toutes ces choses qui nous rendent insatisfaits. Mais à mon avis, il faut toujours croire justement à la possibilité du changement. Et je dirais même dans les pays aujourd'hui du printemps arabe qui connaissent des situations difficiles. Nous avons parlé effectivement de l'Égypte. Il y a des Égyptiens qui nous disent aujourd'hui, si nous avons gagné quelque chose de la révolution égyptienne, une seule chose, mais c'est quelque chose de très important, c'est que la mentalité du peuple, elle a changé. Il est en train de changer, justement. Que les gens aujourd'hui sont prêts d'être, justement, dans le fait de protester et de résister, effectivement. Et aujourd'hui, cette résistance, elle prend de l'ampleur. C'est plus on verra en fait des mouvements des frères musulmans,
seulement, mais au-delà. On parle même des quartiers chics du Caire et autres, où il y a des jeunes aujourd'hui qui se mobilisent parce qu'ils ne veulent pas effectivement être sous un régime de dictature, un régime autoritaire. Et je dirais à la fin aussi que nous devons tirer, parce que, comme l'a dit François tout à l'heure, qu'on peut se mettre d'accord sur ce qu'on peut appeler aujourd'hui des causes communes qui sont là. Et je dirais par rapport à nos références religieuses, culturelles, nos valeurs, etc., que chacun de nous essaie de tirer ce qui est le meilleur dans ces valeurs. Et à mon avis, si on se met justement sur ce plan des valeurs, on va trouver qu'il y a beaucoup de convergence. Et après, chacun il peut garder ses spécificités sans problème. Qu'il faut avoir des axes d'action internationaux mais aussi locaux au niveau de la société civile. Il faut croire à la possibilité de changement et avoir une position de principe, s'exprimer contre la violence et travailler pour une